Yo, c'est Berry. Depuis le début de ma chaîne, ce qui a le mieux marché, je crois que ce sont les histoires paranormales et j'ai promis de vous en raconter d'autres. Vous en faites pas, vraiment, je vais le faire. Juste, j'attends quelques petites personnes pour me confirmer des histoires. Et ce sera tout bon, je vous raconterai tout. Mais en attendant ces histoires, j'ai décidé de vous faire aussi des vidéos thread Reddit. Je veux dire thread parce que la majorité des gens disent ça, même si on sait que c'est thread Reddit, je sais. Mais on va appeler ça des threads afin que tout le monde comprenne. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder, du coup je me suis dit que j'allais aussi faire les miennes. Où je vais vous raconter un peu ce qui se dit sur Reddit et je vais vous le raconter à ma manière. Et je vais vous dire aussi ce que j'en pense. Puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, j'essaierai de m'améliorer encore et de vous proposer toujours du meilleur contenu. En attendant, on va le faire de cette manière et j'espère que ça vous plaira. Bien évidemment, je vous mettrai les threads à chaque fois link dessous au niveau de la barre d'infos. Donc si vous voulez aller voir et retrouver la personne, lui poser des questions, vous pouvez. On commence avec la première histoire qui est celle de Anaëlle. Anaëlle ne nous donne pas son âge, mais on sait qu'elle avait 12 ans lorsque l'histoire s'est passée. Donc on était fin août, la rentrée allait bientôt arriver. Mais Anaëlle s'ennuyait chez elle. Elle avait pas grand chose à faire et elle voulait vraiment pouvoir profiter de la fin de ses vacances. Donc elle va prendre conseil auprès de sa mère et lui demander si elle aurait pas quelque chose à faire près de la maison. Il y a un chemin près de chez elle qui mène à une sorte de ferme. D'après ce que j'ai compris, c'est plusieurs fermes et l'histoire a l'air d'être en campagne. Donc Anaëlle va prendre ses affaires pour sortir. Au moment où elle est en train d'enfiler ses chaussures, elle prend bien évidemment son téléphone et il y a son petit frère de 3 ans qui va lui demander de l'accompagner. Elle accepte et puis même au-delà de ça, Anaëlle explique qu'elle est quelqu'un de très responsable, donc ses parents lui font totalement confiance pour pouvoir sortir son petit frère de la maison. Elle explique qu'à 12 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard et son rêve serait de devenir enseignante. Quand ta fille veut devenir enseignante, en général, tu le sais que du coup, elle veut s'occuper d'enfants. Tu as tendance à plus lui faire confiance parce que tu sais que plus tard, de toute façon, c'est son but de s'occuper d'enfants. Donc tu essaies de lui faire confiance dès son plus jeune âge. Et puis elle le dit, ses parents lui faisaient totalement confiance. Elle était très très responsable. Et du coup, il n'y avait pas du tout de souci pour qu'elle puisse ramener son petit frère avec elle dehors. Petit problème, avant de sortir, elle remarque qu'elle n'a que 14% de batterie sur son téléphone. C'est pas grave, elle passe outre, elle se dit juste qu'elle ne va pas utiliser le téléphone au cas où quelque chose se passe. Et de façon très responsable justement, elle décide de garder son téléphone où il n'y a que très peu de batterie dans sa poche. Ils arrivent au bout du chemin, là-bas apparemment il y avait 2 fermes côte à côte. Cependant en arrivant malheureusement ils ne voient pas de chevaux, juste des vaches parce que les chevaux sont rentrés. C'est sûrement l'heure pour eux d'être à l'intérieur et du coup ils vont se contenter de regarder des vaches qui rentrent dans la ferme. Et lorsque toutes les vaches sont rentrées, il y a un homme qui vient vers les 2 enfants et elle explique que cet homme était handicapé. Je sais pas vraiment ce qu'elle entend par handicapé, peut-être que c'était un handicap physique qui se voyait. Elle précise pas vraiment en fait quel type de handicap c'était, pardon. J'ai un peu de mal à parler. Je disais qu'elle ne précise pas quel type de handicap c'était et elle dit qu'il l'était sûrement. Donc je ne sais pas si c'était vraiment physique ou si elle estimait elle pensait plutôt que c'était une personne handicapée mentalement. J'ai aucune idée de pourquoi elle dit ça parce qu'elle ne le précise pas. Donc l'homme s'approche, il commence à discuter avec elle, il lui demande comment se passent ses vacances, son prénom, et petit à petit en fait elle explique qu'au fil de la discussion il commence à lui demander des choses de plus en plus personnelles, des choses qui ne la regardent qu'elle, comme son lieu d'habitation, ses horaires d'école, et plein de choses bizarres qu'on ne demande pas forcément à une personne quand on vient de la rencontrer. Cependant, elle est encore très jeune et elle ne se dit pas que cet homme lui veut du mal. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, vous êtes un enfant, vous ne pensez pas que le monde des adultes peut être aussi horrible qu'il l'est. Donc elle voit les questions un peu innocemment et elle commence à lui répondre, mais elle explique que malgré ça, il y avait quand même quelque chose qui disait qu'elle ne répondait pas réellement. Lorsqu'il lui parlait, elle essayait de faire des réponses un peu vagues, un peu peut-être parfois à côté de la plaque, mais elle précise tout de même que sur le moment, pourtant, elle ne ressentait pas de grosses gênes. En fait, elle le faisait, je pense, par sécurité. Son cerveau devait lui dire instinctivement de ne pas répondre. Suite à cela, il lui propose de venir voir sa ferme, parce que je vous disais qu'il y avait plusieurs fermes. Il y a la ferme où les vaches rentraient et il y a la ferme où l'homme lui propose d'aller, qui est une ferme encore à côté. Il lui explique qu'en fait s'il peut lui faire voir des veaux, mais Anaïs va très intelligemment refuser parce qu'il est trop tard et qu'elle doit bientôt rentrer. Mais il lui dit que si elle le veut, elle peut revenir n'importe quel autre soir à 18h, mais cette fois-ci sans son petit frère. Elle va le questionner en lui demandant pourquoi 18h, sachant que c'est quand même
assez tard et il va lui expliquer que selon lui c'est mieux si elle vient lorsqu'il n'y a pas tout le personnel de la ferme. Et elle va même expliquer dans son thread que pour elle, en fait, ça lui semblait logique, alors qu'il n'y avait aucune logique à ce qu'il l'invite quand il n'y a personne. Mais peut-être que... Enfin, je pense, du moins, qu'elle pensait ça logique quand elle était plus petite. Justement parce que du coup, pour ne pas déranger le personnel ou pour pouvoir lui faire visiter librement. Mais elle va aussi ajouter que, en y repensant, ce n'est absolument pas logique qu'il veuille qu'il soit que deux. Enfin, c'est quand même assez bizarre malgré tout. Et c'est à ce moment-là que le mauvais feeling arrive petit à petit. Mais fort heureusement, il y a sa mère qui l'appelle sur son téléphone. Elle sent son téléphone vibrer dans sa poche, elle répond. Et à ce moment-là, sa mère lui explique qu'elle doit rentrer pour se laver, dîner, vous savez, enfin, au bout d'un moment, vos parents, quand vous êtes dehors, vous appellent parce que, il est l'heure de rentrer tout simplement, hein. Elle lui explique qu'elle doit partir et l'homme lui répète que dans tous les cas, si elle veut revenir, elle n'hésite pas. Et elle redit que sur le chemin, elle a un espèce de feeling bizarre qui continue de s'instaurer petit à petit en elle. Elle se retourne et elle voit que l'homme les fixe vraiment. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, elle finit par en parler à ses parents et ça c'est très intelligent. Lorsque des gens viennent vous accoster, allez en parler à vos parents. Vraiment c'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire parce que vous ne savez pas comment réagir face à ce type de moment. Or vos parents, eux, le savent. Ils le savent mieux vraiment que tout le monde et vous n'êtes pas responsable si quelqu'un vous demande quoi que ce soit. Donc allez en parler à vos parents, surtout si vous êtes très jeune. Donc en rentrant, elle explique à son père ce qui s'est passé. Son père apparemment semblait très... déconcerté. Il n'avait pas l'air d'apprécier du tout ce que sa fille venait de lui raconter, mais il ne s'en est pas pris à elle, bien évidemment. Quand je dis qu'il n'avait pas l'air d'apprécier, c'est qu'il n'avait pas l'air d'apprécier pas ce que sa fille a fait, mais plutôt la situation et ce qui s'est passé. Et chaque soir avant d'aller dormir, sa mère vient lui faire un petit bisou, vous savez, lui dire bonne nuit, etc. Et à ce moment-là, sa mère lui explique qu'en fait, il y a une raison pour laquelle cela lui a vraiment déplu à son père, c'est qu'en fait, il lui a expliqué tout simplement que l'homme, du coup le fermier qu'elle a rencontré et qui a invité Anaël à revenir plus tard, cet homme n'était autre qu'un psychopathe qui avait déjà violé et séquestré des enfants 2 ans auparavant et que la seule raison pour laquelle il n'avait pas été incarcéré est qu'il était handicapé. Et je trouve ça dégueulasse d'ailleurs de ne pas incarcérer une personne parce que elle est handicapée, vous avez beau être handicapé. Vraiment, en fait, il y a tellement de gens qui mettent leur déviance horrible sur des maladies ou sur le fait d'avoir bu, sur le fait de prendre des drogues ou ce genre de choses, mais vraiment pour moi il n'y a rien qui puisse faire que ce genre de choses soit acceptable. Il y a des établissements spécialisés pour ça et lorsqu'une personne commet de tels actes, il faut qu'elle aille en établissement spécialisé. Anaël va d'ailleurs expliquer que cet homme n'était autre qu'un membre de la famille de l'ex de son père. Cet homme, bien longtemps après, elle a continué à le croiser dans la rue et qu'à chaque fois qu'elle le voyait, elle baissait la tête et elle faisait son maximum pour ne pas croiser son regard. On passe à la 10e histoire qui est celle de Monrly Kell. Je n'ai pas le prénom exact de la personne. Et du coup, vu qu'il y a Kell dans son pseudo, on va dire qu'elle s'appelle Kelly. Comme ça au moins on a un prénom. Cette jeune femme à l'époque a un copain, comme beaucoup de jeunes de 16 ans. La différence de Kelly et des jeunes de 16 ans, c'est que Kelly, elle, faisait le mur pour aller dormir le soir chez son copain. Donc elle partait tard le soir. Apparemment, il y avait 1 heure de route à pied de distance entre chez elle et son copain. Mais pour aller dormir avec lui, elle était prête à tout. Et là, on peut le dire à tout parce qu'elle allait de chez elle jusque chez son copain. Et tôt le matin, elle décidait de prendre la route pour retourner chez elle à pied. Et je crois qu'elle faisait le mur d'ailleurs. Je pense qu'elle faisait le mur. En ce qui concerne la famille de son copain, personne n'était au courant qu'elle se rendait là-bas. Si elle partait pour 5-6 heures du matin, c'est tout simplement parce que ses parents à lui allaient se réveiller, ils se réveillaient dans ces eaux-là. Donc à chaque fois, elle faisait en sorte de partir avant. Pour l'aller, elle devait traverser son quartier, le centre-ville et même un grand pont au-dessus d'un fleuve qui divisait apparemment la ville en 2 parties, puis longer le bord d'une route départementale et enfin arriver chez son copain. Mais il y a très peu de circulation dehors. Elle dit même qu'il y avait très peu d'habitations justement parce que du coup c'était une route départementale et qu'en dehors du centre-ville, il était compliqué de croiser des gens à cette heure-là. Mais au cas où, à chaque fois qu'elle sortait, elle prenait quand même un couteau à pain dans son sac. Et il arrive ce soir, enfin ce début de journée où Kelly décide de partir de chez son copain entre 5 et 6 heures du matin, justement parce que ses parents ne vont pas tarder à se réveiller, il faut qu'elle y aille et du coup elle doit rentrer chez elle. Donc le chemin que je vous ai expliqué, elle doit le faire mais en sens inverse. Déjà en dehors de chez son copain, elle traverse le pont pour rejoindre l'autre côté de la ville. Mais elle voit au loin un homme assis sur un banc. Elle explique que selon elle, ça avait l'air d'être un SDF et qu'étant plutôt méfiante de nature, elle décide de ne pas du tout s'approcher
de cette personne et elle va traverser la route sur le pont pour marcher sur le trottoir d'en face. Comme elle l'explique auparavant, après avoir traversé ce pont, on arrive au centre-ville, mais il y a une partie de ce centre-ville qui fait plutôt, vous savez, vieille ville abandonnée. Elle explique que là-bas, tous les commerces sont fermés, c'est plutôt délabré, il n'y a plus rien qui est ouvert, vraiment c'est un côté où on n'a pas envie de se retrouver, je pense surtout pas tard la nuit ou tôt le matin. Et que justement c'est un endroit par contre où vous avez beaucoup plus de chances de croiser des SDF parce que du coup, vu qu'il n'y a plus d'habitation, ils en profitent pour prendre des endroits où il n'y a pas de monde qui vit pour avoir un toit sous lequel dormir. Donc elle a changé de trottoir pour esquiver ce type sur le banc et au bout d'un moment, elle se retourne et elle voit que le type s'est levé. Et il est juste derrière elle en train de marcher. Enfin je dis juste derrière elle mais il y a un peu de distance quand même entre les deux. Mais il est en train de marcher derrière elle. Mais pas sur le même trottoir. Il est sur le trottoir d'à côté. Donc là où elle a décidé de ne pas aller et de plutôt changer de route. Et vous savez quand quelqu'un vous suit la nuit dans ce genre de moment, vous avez tendance à regarder derrière vous, à faire attention, à jeter quelques petits coups d'œil. Et c'est ce qu'elle fait. Elle vérifie à plusieurs reprises si l'homme est toujours là et elle explique que pendant au moins 15 minutes, l'homme va la suivre. Et plus il la suivait, plus elle s'inquiétait. Vraiment, ça la faisait de plus en plus flipper, et elle a totalement raison, qui n'aurait pas flippé dans ces moments-là. Mais le fait est que l'homme la suivait réellement. Ça veut dire que elle prenait des escaliers, des petites ruelles, des endroits par lesquels on n'a pas forcément besoin de passer pour se rendre à la grande ville, et elle dit mais pourtant vraiment il me suivait partout où j'allais, je prenais une ruelle, il allait prendre la même ruelle alors qu'il y en avait d'autres. Et le moment où elle s'inquiète le plus, il y a ce moment où elle doit arriver en ville. Sauf que pour arriver en ville, il y a face à elle un chemin qui est beaucoup moins long, donc le chemin que la majorité des personnes auraient pris s'ils ont un endroit où se rendre. Et il y a à droite. À droite c'est un chemin vraiment où tu perds quelques minutes pour arriver en ville. Pourtant, elle décide de le prendre justement pour se conforter dans l'idée que cet homme la suit bien. Et je dis se conforter, mais c'est plutôt pour s'inquiéter du fait que cet homme soit derrière elle, parce que bien évidemment ça ne la réconforte pas de savoir que cet homme est là, mais ça conforte son idée de bien faire attention à lui. Elle prend à droite, et lorsqu'elle prend à droite, elle explique que malgré qu'elle ne voyait pas le visage de cet homme, il avait l'air très calme dans sa façon de marcher. Il avait l'air très calme et pourtant le fait qu'elle prenne à droite avait l'air de l'énerver. Vraiment ça a l'air d'énerver cet homme parce qu'au moment où il voit qu'elle l'a pris à droite, comment est-ce qu'il s'énerve? Tout simplement en se mettant à taper de manière très agressive dans une canette. Et vraiment c'est quelque chose qui l'a marqué parce que comme elle le disait, l'homme semblait très vraiment très calme. Elle disait justement que c'était angoissant parce que il ne faisait rien, il ne la sifflait pas, il ne faisait rien pour lui faire comprendre qu'il était là pour elle, mais elle le savait parce qu'à partir du moment où elle a pris à droite, l'homme n'avait aucune raison de prendre à droite également, sauf s'il la suivait. Vraiment, il a fait tout le chemin comme elle l'a fait. Il aurait pu arriver au centre-ville très rapidement en passant tout droit, mais il a décidé de la suivre à droite. Et là, ça a l'air de l'énerver en fait. L'homme a vraiment l'air d'être de plus en plus énervé, alors qu'il y a cette apparence de calmeté pourtant qui s'en dégage. Et là, beaucoup vont se dire ouais, mais elle a un couteau dans son sac. Elle en parle, elle dit que justement, bien qu'elle a pris ce couteau, elle n'a jamais pensé qu'elle aurait besoin de l'utiliser. Elle ne sait même pas comment l'utiliser. Est-ce que ça lui fera vraiment mal? Est-ce qu'il y a vraiment quoi que ce soit qu'elle puisse faire avec ce couteau? Parce que si elle le prend et que l'homme décide de s'en prendre à elle et arrive à prendre ce couteau, qui sait ce qu'il lui fera? Elle continue pourtant son chemin et finalement elle arrive bien heureusement dans une partie du centre-ville animée. Cette partie du centre-ville, c'est là où vous savez, il y a de la lumière, des boulangeries qui commencent à ouvrir parce qu'on est tôt le matin. Et elle espérait réellement tomber sur quelqu'un désormais. 3 personnes étaient en train de monter dans une voiture lorsqu'elle se décide de se précipiter vers eux. Et lorsqu'elle est près d'eux, elle va très vite demander si l'un d'entre eux a un téléphone avec du crédit. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque où il fallait un crédit, on n'a pas les forfaits d'aujourd'hui. La demoiselle face à elle a la gentillesse de lui prêter son téléphone et à ce moment-là, elle décide d'appeler sa mère, bien qu'elle explique être convaincue que sa mère ne répondra pas parce que ce n'est pas une heure à laquelle elle est réveillée. Cependant, elle se dit que en faisant ça, peut-être que l'homme au loin comprendrait la situation et qu'il partirait. L'homme fait demi-tour et il part.
Elle n'a aucune idée de si elle est bien en sécurité et elle se demande même à l'heure d'aujourd'hui pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé à ces gens à ce moment-là de l'aide parce qu'elle était suivie et pas seulement pour ce problème de téléphone où elle n'avait plus de crédit. Mais elle ne l'a pas fait et je pense que dans ces moments-là, vous paniquez tellement que vous ne savez plus quoi faire. Et comme cet homme n'est plus là, elle décide de rendre leur téléphone à ces jeunes gens et de partir au plus vite pour rentrer chez elle. Mais encore aujourd'hui, elle ne sait pas qui c'était, ce qu'il voulait lui faire et ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu la chance de tomber sur des personnes à cette heure-là. Voilà pour la deuxième histoire. Faites attention quand vous sortez. N'allez pas voir vos copains la nuit sans prévenir vos parents en plus. C'est très dangereux. Si personne ne sait où vous êtes, c'est vraiment les moments où vous avez le plus de chances de ne jamais être retrouvé malheureusement s'il vous arrive quelque chose, donc faites très attention. Et malheureusement pour Kelly, cela ne lui a pas servi de leçon parce qu'elle explique avoir continué longtemps après à se rendre chez son copain et à faire le même trajet. Ne faites pas comme Kelly, ok ? Et maintenant c'est l'histoire de Johan qu'on va vous raconter. Johan c'est un jeune homme qui ne nous donne pas son âge, mais on sait qu'à l'époque il doit vivre chez l'un de ses parents. Je dis bien l'un de ses parents parce que ses parents ont divorcé et que même si au début il vivait chez son père, depuis qu'il s'est remarié, ça s'est très mal passé avec sa belle-mère et son père également, et il a été mis à la porte. Et bien qu'il ait été mis dehors, il a la chance de pouvoir se rendre chez sa mère qui elle pourtant a besoin de faire une cure de désintox et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était chez son père parce que sa mère avait un problème avec l'alcool, vraiment elle avait de très gros problèmes d'alcool, donc bien qu'il vivait chez sa mère, il vivait tout seul. Sa mère était en cure de désintox, lui vraiment l'appartement de sa mère c'était son appart du coup et il n'y avait que lui qui vivait dedans. En plus de ça sa mère a un grand appartement, il était très très heureux de pouvoir être tranquillement dans cet appartement sans personne pour lui dire quoi faire, quoi manger, vraiment la belle vie, jusqu'au jour où vient le confinement. Le confinement que Macron nous annonce suite au Covid. Le Covid c'est vraiment un problème pour Johan parce que sa mère avant de partir lui a demandé de bien faire attention à ce que le chat ne sorte dehors que le soir, donc tard le soir au moment où il n'y a plus personne qui est autorisé à sortir, afin que justement le chat ne se fasse pas caresser, que les gens le prennent dans leurs bras et que justement il y ait plus de chances que le chat ait pu être touché par quelqu'un qui a le Covid et que Johan pose ses mains et qu'il chope le Covid également. Sa mère était très pointilleuse là-dessus et Johan a dit ok, donc il décide de faire sortir le chat tous les soirs après 20h. Il ouvre la porte, le chat sort, il fait ce qu'il a à faire et Johan vient lui ouvrir peu de temps après en faisant bien attention aux horaires. Vous savez les chats c'est un peu ponctuel, j'ai remarqué ça avec Séraphine, les matins elle me réveille quasiment tous les jours à 9h20 pour que je lui donne à manger. Je sais pas comment ils font mais les chats sont ponctuels. Et du coup c'est le cas pour le chat, il sait à peu près à quelle heure il sort et il sait à peu près à quelle heure il revient. Un soir alors qu'il est en train de geeker tranquillement sur son PC, avec ses amis qui sont en vocal avec lui sur Discord, il est 3h du matin, et alors qu'il se lève après avoir dit bonne nuit à tout le monde parce que il est l'heure d'aller dormir, c'est bon, ils ont assez joué, il voit au travers de son Judas un peu de lumière. Il est assez inquiet parce que la lumière a un détecteur automatique et apparemment elle n'a pas l'habitude de détecter la masse corporelle de son chat. Donc selon lui c'est forcément quelqu'un qui est devant chez lui. Au moment où il regarde par le Judas, la lumière finit par s'éteindre et il recule alors assez brusquement. Bien qu'il ait peur sur le moment, il se dit que ce n'est pas grave et que c'est la lumière automatique et c'est donc tout à fait normal qu'elle s'éteigne automatiquement. Je vous l'ai dit, mais le chat attend en général devant la maison, rentre à une certaine heure, il attend que la porte s'ouvre parce qu'il sait que la porte va s'ouvrir. Sauf que là, il ouvre la porte et il ne voit aucun chat. Il y a vraiment aucun chat, pourtant il a l'habitude d'attendre vraiment devant. Mais il appelle son chat qui finit par revenir au bout de quelques minutes, il ferme la porte à clé et il s'en va dormir. Quelques jours plus tard, rebelote, il appelle ses amis sur Discord parce qu'il passait ses journées et soirées du coup à faire ça, c'est le confinement, il n'a pas grand chose à faire d'autre. Et alors qu'il est en vocal avec l'un de ses amis, il laisse la porte entre son hall d'entrée et son bureau ouvert. Ainsi il peut voir quelconque lumière qui passerait à travers le Judas. La soirée se passe bien, il passe du temps avec son ami, ils rigolent ensemble, jusqu'au moment où il voit bel et bien de la lumière. Tout en riant, il demande à son ami de regarder au travers du Judas. Il active donc sa propre caméra et montre au travers la petite caméra le Judas. Lui, sur le moment, il rigole en disant que s'il y avait vraiment quelqu'un, il lui ferait à manger, il ferait une soirée ensemble. Vous savez, vraiment, il essaie de se rassurer par l'humour. Moi, je suis de ce genre de personne qui, lorsque j'ai peur, essaie de me rassurer en faisant des blagues, en essayant de passer outre, en riant. Mais je flippe quand même, vous savez, j'ai ces moments de flip et juste quand il y a quelqu'un avec moi, j'essaie de détendre l'atmosphère, tout simplement.
Et il a un peu la même réaction, il essaye de rire, de faire autre chose, de déconner un peu sur ça en se disant ouais mais y a personne de toute façon, mais il a tout de même peur. Finalement il décide alors de regarder par le Judas et il aperçoit sous la lumière une personne qui est debout. Sur le moment il n'arrive pas à l'identifier, parce que dès qu'elle se rend compte qu'elle est observée, la personne cache le Judas avec sa main. Il prévient automatiquement son ami, il est effrayé, et il ferme la porte à clé. Il est 2 h du matin, il le dit comme un imbécile, enfin ces mots sont beaucoup plus durs mais je les dirai pas ici, qu'en fait il avait mis son casque, et son casque l'empêchait d'entendre s'il y avait quoi que ce soit à la maison, et qu'il a laissé la porte ouverte, enfin porte ouverte. Il ne l'a pas fermée à clé, la porte n'était pas ouverte mais elle était fermée, juste pas à clé. Donc n'importe qui en soit aurait pu rentrer, il ne s'en serait même pas rendu compte parce qu'il avait le casque sur ses oreilles, qu'il rigolait avec ses amis, que vraiment c'était le bordel, mais qu'il n'aurait en aucun cas entendu ce qui se passait dehors. Il s'en va vite à la cuisine, il attrape un couteau, il revient et il attend 5 minutes devant la porte. Et c'est au bout de 10 longues minutes qu'il entend que quelqu'un descend enfin les escaliers. Lui, il va encore attendre 5 minutes. Il pose le téléphone derrière lui avec toujours la caméra afin que son ami puisse voir s'il se passe quelque chose. Vous savez, c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un derrière vous. Il ouvre mais il y a personne, sauf son chat qui l'attend devant la porte. Il se dit ok c'est bizarre mais il serait peut-être temps que j'aille me coucher. Sauf que il n'a pas fait quelque chose, il n'a pas encore vérifié. Et ça il s'en rend compte, il se dit qu'il y a 3 placards énormes dans lesquels des gens peuvent se cacher. Donc il va vérifier un peu partout dans la maison, il ouvre les placards, personne. Il cherche vraiment partout et il a de la chance, il n'y a personne qui est rentré. Du moins, pas qu'il le sache. Un autre soir, cette fois-ci quelques semaines plus tard, toujours 2 h du matin, il est avec son ami sur Discord qui lui demande c'est quoi tout le boucan qu'il y a derrière lui. Au début, il ne comprend pas parce qu'il a toujours son casque et il lui demande de quel bruit il parle et son ami lui dit clairement qu'en fait, quelqu'un a l'air de toquer à la porte, tout simplement. Et Johan va regarder en direction de son hall, mais cette fois-ci, il a fermé la porte entre son bureau et le hall, donc il ne voit pas du tout le Judas, s'il y a de la lumière, s'il y a une personne, vraiment il ne voit rien. Mais il va enlever son casque et il va entendre des coups super forts dans une porte. Et lorsqu'il pose une main au sol, apparemment il sentirait même les vibrations sur le sol tellement les gens frappaient fort. Donc ce qu'il va faire c'est que il va vite se lever et aller en direction de la porte. Et il dit que vraiment quelqu'un avait l'air de défoncer la porte à coups de poing. Mais quand il se rend devant la porte, il voit qu'en fait il y a effectivement la lumière du Judas, mais que les fracassements, bien qu'ils soient toujours plus forts, ne sont pas du tout de sa porte à lui. Donc sa porte ne bouge pas, par contre le sol lui continue de bouger, donc il y a vraiment quelque chose à l'extérieur. Et il se rend compte en regardant par le Judas que c'est une silhouette qui est en train de taper à la porte d'un de ses voisins, mais il ne connaît pas la personne et il ne connaît pas les voisins non plus. Là il va faire quelque chose de très bête, vraiment pour le coup très bête, et je confirme ses dires parce que lui-même se rend compte qu'il est très insouciant dans son trade, mais il va ouvrir la porte et demander à la personne ce qu'il se passe. Juste avant, il a pu entendre la personne qui disait « Ouvre, ouvre, je sais que tu m'entends ». Donc il avait l'air de connaître les personnes qui étaient à l'intérieur de la porte de ses voisins, et là il va lui demander tout simplement, du coup comme je vous le disais, ce qui se passe, et la personne va lui expliquer qu'en fait c'est sa femme qui ne veut pas lui ouvrir la porte. Là, il comprend en fait que c'est un homme qui a l'air tout à fait torché, il a l'air vraiment complètement bourré et que sa femme lui a certainement interdit l'accès de la maison en étant dans cet état. Mais c'est pas ses affaires, donc il va se contenter de refermer la porte et de se rendre compte que du coup ce n'était pas pour lui, que l'homme était là. Cependant, il est sûr que cet homme qui frappe à la porte, ce n'est pas du tout l'homme qui était chez lui en train de regarder par le Judas 2 jours auparavant. Et pendant 1 mois, plus rien, pas de réponse, vraiment que dalle. Mais sa mère rentre de cure de désintoxication et là il se décide de l'expliquer à sa mère. Et apparemment elle se serait mise à stresser énormément en disant des choses assez incompréhensibles pour lui, comme j'espère qu'il ne m'a pas retrouvée, j'ai déménagé, il doit savoir où j'habite maintenant, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, il se rend compte que c'est un peu bizarre et que c'est même très suspect. Et sa mère, elle, va lui dire que c'est certainement un voleur, bien qu'elle ait pu dire ça avant, ce qui n'a vraiment aucune cohérence. Au final, il explique qu'il ne sait toujours pas qui c'était, mais qu'il sait que sa mère avait des fréquentations très étranges, justement à cause de l'alcool, et que du coup c'était peut-être quelqu'un qui lui en voulait par rapport à ça. Je n'en sais pas plus et lui non plus, mais c'est vrai que c'est quand même très bizarre. Bon voilà pour ce trade des 3 histoires d'horreur, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'était ok? Est-ce que vous voulez que je fasse des histoires spéciales? N'hésitez pas à m'en envoyer s'il y en a que vous avez vraiment envie que je raconte en vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux ou même ma chaîne secondaire si elle vous intéresse. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo, je vous fais plein de bisous et j'espère qu'on se retrouve pour les prochaines. Bye bye!